Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué ce lundi 22 février dans une attaque qualifiée de terroriste par le président congolais. Le ministère congolais de l'Intérieur a accusé les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda d'en être à l'origine. Remaniement ministériel en Algérie. Annoncé par le président Abdelmadjid Tebboune, la mesure a été mise en application ce 21 février. Une nouvelle équipe dirigeante qui ne présente en son sein aucun changement majeur. Et enfin, un appui financier pour les PME guinéennes issues du secteur agricole. Elles vont se partager la somme d'$1 million octroyée par la Banque mondiale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la libération de Rachid Nekaz en Algérie. L'activiste politique était en détention provisoire depuis décembre 2019 pour plusieurs motifs. Parmi eux, incitation à porter des armes contre des représentants de l'État ou encore incitation à attroupement non armé. Sa libération intervient après l'annonce du président algérien Abdelmadjid Tebboune le 18 février lors d'un discours à la nation. Le chef de l'État avait en effet décrété une grâce présidentielle en faveur de plusieurs détenus du Irak. À noter que le journaliste Khaled Drareni faisait lui aussi partie des détenus graciés, le fondateur du site d'information Casbah Tribune qui est devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a succombé à ses blessures ce lundi 22 février. Le diplomate très impliqué dans diverses activités humanitaires en Afrique a été tué au cours d'une attaque armée au Nord Kivu, celle-ci visant un convoi du programme alimentaire mondial dans lequel il se trouvait. Le point sur la situation avec Laetitia Simbo. Gravement blessé par balle à l'abdomen, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a rendu l'âme le 22 février 2021. Il faisait partie d'un convoi des Nations Unies qui a été attaqué ce jour près de Goma dans l'est du pays par un groupe armé. Le décès de l'ambassadeur italien constitue un coup dur pour le régime de Félix Tshisekedi à un moment donné où il prend les rênes de l'organisation continentale de l'Union africaine. Cela pose la question de la sécurisation, également des missions diplomatiques dans nos différents pays. Il est donc évident que si le président Félix Tshisekedi ne parvient même pas à sécuriser son propre pays, comment le ferait-il pour les 55 autres États du continent? Donc ce décès vient encore fragiliser un début de mandat déjà difficile dans un contexte d'urgence sanitaire. Au cours de cette attaque, Luca Attanasio avait été évacué vers un hôpital à Goma dans un état critique afin de bénéficier des premiers soins. Selon la presse locale, les forces armées congolaises sont à pied d'œuvre pour découvrir qui sont les assaillants à l'origine de cette attaque meurtrière qui a causé la mort de 3 personnes. Il est donc évident aujourd'hui que les États africains doivent activer la Convention de Vienne, qui regroupe tout ce qui est lié aux usages diplomatiques et de protection des personnes étrangères engagées dans une mission diplomatique et consulaire dans les États d'accueil. Il est donc important aujourd'hui pour les Nations Unies, aussi bien également pour la République démocratique du Congo, de faire la lumière sur cet incident pour pouvoir situer les responsabilités des différentes parties impliquées directement ou indirectement dans cet assassinat. Âgé de 46 ans, l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, était en poste depuis début 2018 en République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de l'armée dans la région du Nord Kivu, le major Guillaume Djiké, les 2 autres personnes retrouvées mortes n'ont pas été identifiées jusqu'à présent. Une situation qui atteste une fois de plus des violences des groupes armés dans cette partie du pays depuis plus de 25 ans. Outre la grâce présidentielle, d'autres mesures fortes avaient été annoncées par le président Abdelmadjid Tebboune en Algérie. Des mesures qu'il a aussitôt mises à exécution. Ce 21 janvier, le chef de l'État a en effet procédé à un remaniement ministériel. Si cette démarche est un geste d'apaisement face à la contestation du Irak, aucun changement majeur n'a été constaté au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale. Aïssa Toubari. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé dimanche 21 février 2021 à un remaniement partiel de son gouvernement.
La démarche, très attendue, n'a toutefois pas abouti à un changement d'équipe majeur. Plusieurs ministres critiqués par leur gestion sont restés à leur poste. On a annoncé un remaniement beaucoup plus sérieux que ça. Finalement, il y a même des ministres qui avaient dépassé les limites, selon même le rapport de la Cour des comptes, mais qui restent dans le nouveau gouvernement. Visiblement, les mesures annoncées par le président Tebboune étaient destinées à donner satisfaction en partie aux revendications du Hirak. Les changements mineurs à l'intérieur du gouvernement Jawad constituent une première déception. Toujours dans son désir de calmer les mouvements de protestation, le président Tebboune a dissous l'Assemblée populaire nationale, ouvrant comme prévu la voie à des élections législatives anticipées dans les 6 mois. Aucune date n'a encore été fixée pour le scrutin. Pour l'Assemblée, à mon avis, le président aurait dû commencer par ça. Et il y a les partis trop liés à l'Aïsabat qui n'ont pas été reçus par le président, des partis qui étaient très oppositionnels mais qui acceptent de participer. Ça donne quelques gages de sérieux, mais est-ce que ça va suffire? Et on va voir à l'usage si la promesse faite par le président de favoriser la promotion d'une nouvelle catégorie d'acteurs politiques qui ne soient pas issus de la classe politique usée par 20 ans de boutefliquisme. S'il y a des gages dans ce domaine-là, ça peut atténuer en partie les mécontentements accumulés depuis le début du Hirak. Mais ça suppose toutes sortes de conditions remplies, à commencer par la garantie que les élections ne seront pas truquées. Le président algérien a également décrété jeudi une grâce présidentielle en faveur d'une 60aine de détenus d'opinion, un geste d'apaisement adressé au mouvement de protestation populaire du Irak. Près de 40 prisonniers ont été libérés. 600 millions de dollars pour favoriser la relance de l'économie sénégalaise. Un financement octroyé au pays par l'USAID qui sera valable pour les 5 prochaines années. Ce programme appuiera les domaines prioritaires tels que le commerce, la santé et l'éducation. Samantha Sabero. Afin de relancer son économie freinée par le Covid-19, le Sénégal va recevoir des États-Unis un montant de 600 millions de dollars, soit 325 milliards de francs CFA sur 5 ans par le biais de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ce financement est destiné à améliorer la croissance économique du Sénégal. Lesquels projets seront répertoriés dans les domaines de l'appui au secteur privé, la justice commerciale, l'éducation, la santé et le capital humain. L'annonce a été faite par Amadou Hott, ministre sénégalais de l'économie, du plan social et de la coopération. Le Sénégal a reçu une enveloppe de près de 600 millions de dollars de la part d'un fonds américain qui œuvre pour le développement. Ça va permettre au Sénégal de relancer leur économie et compte notamment investir dans différents secteurs assez primordiaux qui vont permettre à l'économie sénégalaise de se relancer. Mais il faudra mettre en place un plan structurel afin vraiment d'avoir un plan qui soit bénéfique à la population et qui soit surtout un plan qui soit viable et pérenne sur le long terme. Ce protocole de financement a été signé entre les deux pays à Dakar à l'occasion du lancement du nouveau accord d'assistance bilatérale portant sur la stratégie quinquennale 2020-2025. La croissance économique du Sénégal a chuté à un niveau inférieur à 2% alors qu'elle se situait à 6% en 2019. Cette baisse de performance est due au contexte sanitaire actuel qui a paralysé les efforts de développement de ce pays. Grâce à ce financement, le Sénégal espère atteindre son objectif de franchir une croissance à 2 chiffres d'ici 2023. Par ailleurs, les 600 millions de dollars sont une somme assez importante. Est-ce que ça va leur permettre d'atteindre une croissance à 2 chiffres? Les 600 millions de dollars, si investis avec des projets assez viables, peuvent permettre de générer une croissance à 2 chiffres, mais il faudra pour cela maîtriser certains paramètres et surtout mettre en place des économies structurelles afin de pouvoir avoir des entreprises qui soient dynamiques, qui créent de la valeur ajoutée et qui, dans le long terme, pourront éventuellement créer une croissance assez importante pour l'économie. En effet, ce pays vise à honorer l'objectif de 5,2% de croissance en 2021 et une croissance de 7,2% en 2022. La réalisation de cette ambition repose sur la mise en œuvre d'un important programme d'investissement dans les secteurs porteurs. Également dans l'actualité, la livre soudanaise a été dévaluée ce dimanche 21 février par la Banque centrale. La monnaie s'alignera sur le taux de change du marché des devises qui est de 375 livres pour 1 dollar. Avec une inflation à 300%, une pénurie de pain et de carburant, un PIB en berne à moins 8,4%, la dévaluation de la monnaie nationale de 85% signifie de fait que la crise économique au Soudan atteint des sommets. Selon Khartoum,
l'unification du taux de change permettra de remédier aux déséquilibres structurels, notamment le déficit budgétaire, le déficit de la balance des paiements, les taux d'inflation élevés et attirer les investissements étrangers. Le ministre des Finances, Djibril Ibrahim, a par ailleurs fait savoir que la Grande-Bretagne s'était déclarée prête à payer les dettes du Soudan à la Banque africaine de développement qui s'élèvent à 100 millions de dollars. En Guinée, une centaine de petites et moyennes entreprises issues du secteur agricole vont bénéficier sous peu d'une enveloppe d'1 million de dollars. Le financement octroyé par la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre d'un concours organisé à l'intention des jeunes entrepreneurs évoluant dans le secteur agricole. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. La Guinée va bénéficier d'une enveloppe de 1 million de francs guinéens. Les autorités précisent que cet appui financier intervient dans le cadre du projet d'appui aux entreprises pour la relance du secteur agricole durement affecté par la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, parmi les 500 PME situées dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, une centaine sélectionnées à l'issue d'un concours ont reçu des chèques allant de 100 000 à 15 000 francs guinéens pour relancer leurs activités. Le climat des affaires s'est très amélioré en Guinée depuis 2-3 ans, mais l'économie demeure très fragile. Malgré de nombreux atouts structurels, le pays est encore vulnérable à divers remous exogènes et intérieurs. Selon le ministre délégué à l'agriculture et à l'élevage, les effets attendus du financement gravitent autour de la création ou du maintien d'au moins 500 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects des femmes et des jeunes en milieu rural. La Guinée est dotée de terres arables très fertiles, ce qui peut permettre au secteur agricole de contribuer plus que ce qui est attendu. Aujourd'hui, le secteur agricole, c'est à peu près 18% du PIB, mais les entreprises agricoles produisent à peu près 50% des emplois directs. Donc, ce qui fait que si le secteur agricole était encore plus développé, on pourrait attendre une plus grande contribution des entreprises agricoles à la création d'emplois. Ce financement de la Banque mondiale a été octroyé dans le cadre de l'initiative de l'Agence de promotion des investissements privés en partenariat avec le projet de développement agricole intégré de Guinée. Ainsi, cette enveloppe permettra aux PME guinéennes de pouvoir relancer leurs activités fortement affectées par la crise du Covid-19. La Guinée qui va par ailleurs lancer ce 23 février sa campagne de vaccination contre Ebola. À cet effet, le pays a finalement réceptionné 11 000 doses de vaccins contre le virus ce lundi 22 février. C'est une infirmière qui avait donné l'alerte sur la résurgence du virus en janvier dernier. Depuis, la Guinée compte pour le moment 8 cas suspects ou confirmés, dont 5 décès. En plus de ces 11 000 doses de vaccins fournies par l'OMS, le pays doit également recevoir plus de 8 600 doses supplémentaires en provenance des États-Unis. À noter qu'il s'agit de la première résurgence du virus en Afrique de l'Ouest depuis l'épidémie qui a duré de 2013 à 2016. Le cacao continue d'alimenter la déforestation en Côte d'Ivoire. En 2020, le pays a perdu 47 000 hectares de forêt. Le gouvernement promet de recouvrer 50% de la superficie forestière d'ici à 2050. Le point avec Philoméntine. La Côte d'Ivoire a l'un des taux de déforestation les plus rapides au monde. Ce pays qui occupe la première place au monde dans la production de cacao a en parallèle perdu 47 000 hectares de forêt en 2020 au profit de la culture de cacao selon les données de l'organisation environnementale américaine Mighty Earth. La Côte d'Ivoire pouvait arriver à maintenir sa première place du pays producteur tout en conservant ses forêts. Mais pour ce faire, il s'agit entre autres de veiller à la mise en œuvre de toutes les recommandations, des initiatives en faveur de la lutte contre la déforestation, faire la promotion de d'autres sources alternatives de revenus durables, mettre en place un système de traçabilité de 100% du cacao qui est commercialisé afin de disqualifier le cacao issu des zones
interdite de culture. À noter que l'étude de Might Earth s'est basée sur sa carte de responsabilité du cacao 3.0. Celle-ci combine les chaînes d'approvisionnement en cacao de presque toutes les grandes entreprises de cacao et de chocolat opérant en Côte d'Ivoire et une base de données intégrée couvrant plus de 2000 coopératives de cacao, ainsi qu'une autre base de données sur l'évolution de la déforestation. En ce qui concerne les efforts pour préserver les forêts, il faut noter que l'État a quand même déployé un certain nombre d'actions. Donc, il s'agit notamment de l'initiative Cacao et Forêt, l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale RED+, qui vise à réduire la déforestation liée au cacao et restaurer les paysages forestiers et les stocks de carbone. La déforestation a fait passer les superficies de forêt de la Côte d'Ivoire à 16 millions d'hectares dans les années 1960 à près de 3 millions d'hectares en 2020, principalement en raison de la culture cacaoyère. Néanmoins, le gouvernement a adopté depuis 2020 une stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension d'un coût total de plus de 600 milliards de francs CFA afin d'enrayer le phénomène. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.